Suite de l'événement du dimanche LCI avec un grand témoin à nos côtés. Merci beaucoup Alain Finkielkraut d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Avec vous, on va prendre le temps de s'arrêter sur l'actualité. Écrivain, philosophe, votre nouvel essai paru chez Gallimard s'appelle Pêcheurs de perles. Des perles qui sont, on le comprend à la lecture, autant de citations qui vous ont nourri. Celles de Tocqueville, Hannah Arendt ou encore Charles de Gaulle que vous commentez avec beaucoup de brio, si je puis me permettre, commentaire personnel. 1 heure d'entretien avec à mes côtés pour vous interroger Nicolas Doménac pour la partie politique et Pascal Perry, une émission, je le rappelle, à suivre en direct sur tous les réseaux sociaux TF1 Info. Alain Finkielkraut, on aimerait s'arrêter avec vous sur cette explosion des actes antisémites. Le Premier ministre le confiait la semaine dernière à l'occasion du dîner du CRIF, plus 300% en un an. Le dernier fait remonte à vendredi et cette synagogue de Rouen attaquée avec un début d'incendie. On a l'impression d'un déferlement de haine sur lequel finalement les autorités, la parole politique condamne, mais n'a pas forcément beaucoup de prise. Ah oui, ce qui se passe, vous avez raison, est absolument horrible. Ça fait quelque temps déjà que la question de l'antisémitisme, de ses nouvelles formes, m'obsède. Mais là, je suis pris malgré tout au dépourvu. Pour citer Racine, mon malheur passe mon espérance. Et prenons l'incendie criminel de la synagogue de Rouen. Peut-être certains auraient-ils été tentés de le psychiatriser, oui, de l'imputer à un déséquilibré. Là, on ne sait pas, il est mort, mais de toute façon, cette tentation n'a aucun sens. Un homme de 24 vous l'avez ans dit, qui a été en effet... ce n'est pas un acte isolé. Oui. Et deuxième remarque, l'homme qui a agi ainsi était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était pas exécutable puisqu'il avait déposé un recours il y a peut-être 1 an de cela. Autrement dit, il s'agit, dans ses formes les plus dures, d'un antisémitisme d'importation. Ce n'est pas l'antisémitisme de la France-rance, si vous voulez, de la France moisie. Non, c'est un antisémitisme qui nous vient du dehors. J'entendais sur cette antenne Darius Rochebin dire, je crois qu'il interrogeait François Bayrou, dire que l'actualité finalement ne cessait de favoriser le Rassemblement national. Il disait cet événement est un cadeau au Rassemblement national. Mais vous vous rendez compte, il faut s'arrêter à cette remarque. Vous vous rendez compte du paradoxe. L'État français apparaît désarmé. Parce que d'abord, il n'y a pas de véritable contrôle des frontières, c'est très très difficile de l'assurer. Une loi immigration a été très largement censurée par le Conseil constitutionnel à la demande du chef de l'État. Donc, et l'État est absolument désarmé, il ne fait rien, et donc un certain nombre de Français inquiets qui veulent réarmer l'État, notamment face à l'antisémitisme, se tournent vers le Rassemblement national. Je ne dis certes pas qu'ils ont raison, mais il faut méditer ce paradoxe et même aller plus loin, parce que si un tel antisémitisme trouve des relais en France, et Dieu sait s'il en trouve, ce n'est plus à l'extrême droite. C'est à la gauche de gauche, c'est dans la gauche radicale. Vous parlez d'un antisémitisme qui déferle. Il y a eu une marche contre l'antisémitisme. Absolument. Il y a quelques semaines. Une marche plutôt impressionnante, il faut le dire. À l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, voilà, auquel participait le Rassemblement national. Vous avez raison. Mais quel a été le message posté par le leader de la France insoumise? Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Voilà ce qu'il a dit. C'est-à-dire, on ne va pas se mobiliser contre l'antisémitisme à l'heure où Israël commet un génocide à Gaza. Voilà où nous en sommes. Mais pour vous,
Et Nicolas va embrayer, mais la France insoumise est responsable, Nicolas ? Oui, vous avez qualifié le parti d'antisémite. En tout cas, c'est sûr qu'il n'assume pas le rôle historique qui était celui de la gauche, de faire le barrage. Et alors, vous mettiez en garde contre un risque, et je redoute que vous ayez eu raison en disant la nazification des Juifs, c'est l'objectif des antisémites. C'est vrai que c'est autre chose que ce qui était autrefois l'antisémitisme. Et vous avez, bien sûr, l'antisémitisme nous prend au dépourvu précisément parce qu'il s'exprime aujourd'hui dans la langue de l'antiracisme et même de l'antinazisme, en détournant d'ailleurs le devoir de mémoire contre Israël, contre les Juifs. Que lisait-on sur les murs de la Sorbonne, sur les murs de Sciences Po? Et qu'entendait-on place de la République? Auschwitz, Srebrenica et maintenant Gaza. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si une espèce de ressentiment s'était fait jour. Il s'agit à tout prix de faire tomber les Juifs de leur trône victimaire. La mémoire, peu à peu, de la Shoah a pris de l'ampleur. Ça a créé, pour le meilleur et pour le pire, une sacralisation de la victime. Et maintenant, il est temps que les Juifs dégagent. Il y a beaucoup de manières, et j'espère avoir l'occasion de le faire, de critiquer la politique de Benjamin Netanyahou, mais celle-ci est indigne, elle est même infâme, et elle traduit justement ce nouvel antisémitisme, et j'ai le regret de constater que d'autres l'ont dit avant moi, pour des raisons cyniques, pour des raisons de calcul, eh bien, la France insoumise participe de ce mouvement. Parce que c'est pas seulement Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi David Guiraud, Thomas Porte, Mathilde Panot, qui vont très loin. Mais vous parlez de clientélisme électoral les concernant ? Je pense que le calcul est clair. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Éric Coquerel. Quand Jean-Luc Mélenchon était arrivé très près du deuxième tour, il dit « il manque 300 000 voix ». Ces 300 000 voix, c'est dans les quartiers populaires, c'est-à-dire les quartiers islamisés, qu'il faut aller les chercher. Ils se sont massivement portés vers Jean-Luc Mélenchon, mais il y a eu des abstentions. Et si nous continuons dans ce sens, eh bien, nous aurons des chances peut-être d'accéder au pouvoir. Je pense qu'il se trompe, mais c'est un calcul terrible. Ça rappelle aux Juifs aujourd'hui, Juifs dont on dénonce le lobby, la puissance financière, comme dirait Dominique de Villepin, les Juifs ne font pas le poids. 600 000 contre 6, 7, 8 millions. Voilà, donc la France insoumise a fait son choix et on assume absolument toutes les conséquences. On va parler de la jeunesse avec vous, Pascal, parce qu'on évoquait cette synagogue à Rouen, il y a le mur des Justes tagué à Paris, il y a eu là encore ce matin à Marseille la plaque de Pierre Mendès France taguée également. Benoît Payan, le maire de Marseille, a immédiatement réagi. Et puis il y a ce déferlement de haine anti-juifs sur les réseaux sociaux. Aux téléspectateurs qui nous regardent, peut-être ne connaissent-ils pas l'influenceuse Poupette Kenza, mais qui est une influenceuse suivie par des millions d'abonnés, qui cette semaine dit « Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive, je suis une pro-palestinienne ». Des propos antisémites. Un signalement a immédiatement été fait au procureur de la République. Là aussi, la justice a été saisie et la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a demandé à la DILCRA d'effectuer un signalement. C'est une première étape, ce qu'il fallait faire, mais là encore, que vous inspire ce type de propos. Voilà, mais que se passe-t-il ? Nous croyons être sortis de l'âge de la radicalité. La radicalité politique, c'était quoi ? C'était la division du monde en deux. La pluralité humaine réduite à l'affrontement de blocs, de deux forces, de deux humanités, celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée, pour parler comme Paul Nizan. Et cette radicalité a conduit Sartre à écrire une phrase retentissante: « Tout anticommuniste est un chien, je ne sors pas de là et je n'en sortirai jamais ».
Voilà, ça c'était le Sartre des années 60. On a pensé que c'était fini avec le dévoilement de l'illusion totalitaire. Non, la radicalité, grâce au wokisme, a repris des couleurs. Et qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on dit de plus en plus, notamment dans les milieux universitaires? Tout sioniste est un chien, tout Israélien est un chien, tout Juif est un chien, sauf s'il rejoint les loups et hurle avec eux, mort à l'état génocidaire. Voilà où nous en sommes arrivés. Pascal. Ce qui est différent d'avec le passé, Alain Finkielkraut, et je voudrais votre commentaire sur ce point, c'est qu'au XXe siècle, souvent l'antisémitisme a été d'origine bourgeoise, était un peu compassé dans des classes d'âge d'hommes et de femmes mûrs. Il y a des choses comme ça. La nouveauté, c'est que l'antisémitisme s'exprime aujourd'hui majoritairement chez des jeunes générations. Alors, est-ce que c'est l'absence de culture? On disait tout à l'heure, avec mon voisin, nous avons été élevés, nous, dans les années 60-70, dans un contexte particulier, un contexte historique particulier. Là, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais quand l'antisémitisme est porté par les jeunes, par définition, les jeunes vivent plus longtemps que les vieux. Ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps, mais vous avez raison. C'est un phénomène qui touche la jeunesse, et la jeunesse même qu'on aimerait penser éduquée, puis ça se répand dans les campus, aussi bien aux États-Unis qu'en France, et même plus bas encore, dans les lycées. Je reprends ce chiffre que l'on a vu à l'antenne. 35% des 18-24 ans estiment aujourd'hui légitime de s'en prendre à des juifs en raison de leur soutien présumé à Israël. Voilà, donc Israël, une enquête publiée dans le Parisien début du mois. Ça fait un tiers de la population quand même. C'est pas marginal. C'est pas marginal. Un tiers, c'est même énorme. Et en plus, je vous dis, c'est la portion qui normalement est éduquée. Donc, devrait avoir les moyens de saisir la complexité des choses. Mais vous dites les jeunes, c'est intéressant parce que il y a un livre extraordinaire de Primo Levi, Les naufragés et les rescapés. Et l'un des chapitres s'intitule La zone grise. Il dit, voilà, je vais vous parler de la zone grise dans les camps. Et il dit simplement, ce serait très difficile à faire comprendre parce qu'il y a chez les êtres humains un désir de simplification. Et, dit Primo Levi, ce sont surtout les jeunes qui demandent que les choses soient claires, qu'il y a un vrai partage, comme binaire, ça, un peu. les bons et les méchants, etc. Parce que leur expérience du monde étant pauvre, ils n'aiment pas l'ambiguïté. Et voilà, nous y sommes. Il y a une espèce de vertige de simplification qui saisit cette jeunesse. On nous parle d'empathie, on nous parle, d'une émotion face à ce qui se passe à Gaza. Mais non, je dis, ce n'est pas vrai. Un exemple que je vais vous donner tout de suite. Elie Barnavi, que vous connaissez, qui a été l'ambassadeur, qui est un ambassadeur d'Israël en France, un historien renommé et un militant acharné du camp de la paix. Il a même, dans une tribune récente du Monde, demandé à la France de reconnaître l'État palestinien. Là, personnellement, je n'irai pas jusque-là. Je crois qu'il faut des négociations, mais une reconnaissance venue d'en haut, ça ne peut pas avancer les choses. Mais ça prouve à quel point il est attaché à la solution de deux États. Eh bien, Elie Barnavi devait tenir une conférence à l'Université libre de Bruxelles, sous la pression des jeunes, sous la pression des étudiants. La direction, les autorités ont annulé la conférence d'Elie Barnavi. Donc ce n'est pas Netanyahou, ce n'est pas l'empathie simplement pour des Palestiniens qui souffrent, c'est une haine d'Israël généralisée comme si Israël c'était qu'un bloc, et encore une fois, qu'un bloc génocidaire. Mais on va revenir à la situation, à ce qui se passe en Israël. Oui. Vous en revenez d'ailleurs, et ça sera très intéressant de vous entendre, votre ressenti. Juste sur la situation politique, et vous évoquiez la marche contre l'antisémitisme qui s'est tenue en France et à Paris principalement après les attaques du 7 octobre, de la présence très contestée du Rassemblement national, mais aussi des mots
qui marque les esprits, Nicolas. Oui, au fond, cette présence du Rassemblement national dans cette manifestation importante, même si le président de la République n'y a pas participé, contre le racisme et pour la République, le phénomène vraiment neuf, c'était la présence du Rassemblement national. Alors, est-ce qu'il fallait le prendre? Je crois que c'était votre tentation, et peut-être votre réflexion aboutie. Il fallait le prendre pour un bon signe, un signe positif de l'évolution d'un parti qui, avec son ADN antisémite, au fond, avait viré de conviction. Changer d'avis. Est-ce que vous, avec le recul, vous confirmez cette intuition qui était la vôtre? Mais bien sûr, je pense que le Rassemblement national, sur ce point-là, a changé. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen en a été exclu, que le Rassemblement national a même changé de nom, que les collaborationnistes sont partis, et il faut en tenir compte. Sinon, ça voudrait dire, si vous voulez, qu'il y aurait un nouveau slogan implicite, non pas « le fascisme ne passera pas », mais « le fascisme ne trépassera pas ». On a besoin de cet ennemi, précisément, pour exister soi-même. Non, prenons acte de cette transformation, de cette métamorphose, restons vigilants, mais ne l'accablons pas de reproches infondés. Est-ce qu'elle est sincère, cette métamorphose? Oui, je pense. Il y a pas. Moi, je ne suis pas là pour. Chez qui? Chez les dirigeants? Chez les militants? Chez les dirigeants, sans doute chez les militants. Je ne dis pas que, dans certains cas, l'antisémitisme ne demeure, mais alors justement, il faut. C'est cette phrase de Peggy qu'il m'arrive de citer, se mettre en avant, se mettre en retard, quelles inexactitudes, être à l'heure, la seule exactitude. Soyons exacts. Vous vous souvenez du jeu de mots de Jean-Marie Le Pen, calamiteux, du raffour crématoire. Qui lui a valu condamnation. C'était une blague. Il valait condamnation. C'est intéressant que vous me dites. Ah bon? Ça, j'avais oublié. Mais c'était une blague, hein? C'est une blague. C'était dans l'heure de vérité. Atroce, oui. Absolument. Mais tout le monde s'est insurgé. Personne n'a trouvé ça drôle. Or, il y a quelques mois, Guillaume Meurice, humoriste de France Inter, nous explique, et c'était 22 jours après le 7 octobre, l'armée israélienne n'était pas encore entrée dans Gaza. Netanyahou, une sorte de nazi sans prépuce. Et là, tout d'un coup, il réitère, il y a quelques semaines, il dit, puisque la justice m'a acquitté, je recommence. C'est très intéressant. Il se dit actuellement, je le précise aux téléspectateurs qui nous regardent, Guillaume Meurice, toujours interdit d'antenne, dans l'attente d'une éventuelle sanction. Est-ce qu'il y aura une sanction? Non. Mais alors, je lis Le Monde, ce grand journal que nous vénérons tous. L'humour politique ne fait plus rire France Inter. Et c'est un article à charge contre la direction de France Inter. Ah bon? Alors tout d'un coup, nazi sans prépuce, c'est de l'humour politique, alors que du raffour crématoire, c'est l'horreur absolue. Dans Nazi sans prépuce, il y a une touche supplémentaire. Il y a la touche Der Stürmer, la touche Julius Streicher, parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient, justement, les nazis, hein? Ils déshabillaient les gens pour vérifier qu'ils étaient juifs avant de les envoyer en déportation. Voilà, cette blague ne fait rire aucun juif. Pour reprendre... Peut-être un ou deux, je ne vais pas les nommer, mais bon, disons que... Et or, les juifs ne sont pas particulièrement susceptibles parce que dans les blagues juives, les juifs en tant que tels sont très souvent mis en cause. C'est une blague horrible. Et voilà. Et on nous dit c'est de l'humour politique. Et même François Morel, qui est pourtant un homme subtil, vous explique sur les ondes de France Inter que il n'a pas trouvé ça très drôle. Mais qui suis-je pour juger? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes humains pour juger, pour distinguer le vrai du faux, le beau du laid, le bien du mal. L'alternative, on sombrerait sinon dans le nihilisme du tout est possible, du tout est permis, du tout est égal. Bien sûr, nous sommes là
pour juger. Et ce corporatisme des rigolos professionnels à a quelque chose d'indécent. À l'exception de Sophie Aram. J'allais dire. Elle est extraordinaire. Je ne la connais pas personnellement. J'espère que mon qui a fait soutien cette ne tribune, l'embarrassera pas. Mais elle, et de toute façon, c'est pas pour autant, je vous dis, qu'elle est favorable à ce que fait aujourd'hui Netanyahou, pas plus que moi, mais elle comprend les choses et elle ne veut pas, surtout, voir l'humour ainsi dévoyé. Elle a une autre et haute idée de l'humour. Retour dans l'événement du dimanche, toujours avec le philosophe, écrivain Alain Finkielkraut. On en parlait avant la pause. Vous êtes allé en Israël, vous en revenez, la première fois depuis le 7 octobre. D'abord, une question peut-être banale, mais qu'est-ce que vous avez ressenti en vous rendant sur place après le pogrom du 7 octobre et ces attaques monstrueuses? Alors, ce que j'ai ressenti de plus fort, c'est l'étendue de la fracture d'Israël. De la société israélienne. De la société israélienne. Alors bien sûr, la société israélienne est tout entière en deuil. Le traumatisme du pogrom du 7 octobre ne s'est pas dissipé. À Tel Aviv, il y a une place des otages, des manifestations hebdomadaires pour rappeler l'existence des otages. Donc c'est une obsession en Israël. Cependant, après le 7 octobre, la nation s'est soudain réunifiée. Vous vous souvenez, nous sortions de plusieurs semaines de terribles manifestations contre la réforme judiciaire. La société était déchirée. Le 7 octobre, les réservistes se sont mobilisés. C'était Israël unanime demandait une réponse militaire à cette horreur qui envoyait un message génocidaire. J'entendais l'autre jour Raphaël Enthoven avec cette phrase, qui a eu cette phrase, je crois, il citait lui-même un humoriste très profonde. Les Israéliens peuvent faire un génocide, mais ne le font pas. Le Hamas veut faire un génocide, mais ne le peut pas. Voilà. Je pense que c'est très juste. Donc, à ce message, Israël a voulu répondre. Mais qu'en est-il aujourd'hui? C'est ça, c'est terrible à dire. C'est-à-dire, Israël ne peut même pas trouver, dans ce qui lui arrive, le réconfort de l'union sacrée. Non, ce n'est plus vrai. Je me sens solidaire d'Israël, c'est pour manifester ma solidarité que je suis venu. Mais la question qui m'a été renvoyée tout de suite, c'est de quel Israël suis-je solidaire? J'ai cité, et ça m'a été reproché d'ailleurs, un professeur de l'université de Tel Aviv, professeur de sciences sociales, qui m'a dit, phrase suivante, incroyable, le problème d'Israël, ce n'est pas le Hamas, c'est Netanyahou. Oui. Alors, il voulait dire, le Hamas c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est pas un problème. Ce problème, cet ennemi veut la mort d'Israël. Il faut défaire cet ennemi. Mais Netanyahou est un problème parce que il ferme toutes les issues et il sabote toutes les solutions. On va venir, Alain Finkielkraut, juste sur la société que vous avez vue durant ces jours sur place. Avec vous, Nicolas. Oui, comment vous décririez ce traumatisme, justement? Parce qu'il a plusieurs facettes, sans doute. L'une qui peut-être frappe, enfin vous y étiez, donc vous pourriez peut-être mieux me la décrire, c'est que ce sont les partisans de la paix qui ont été les premiers massacrés. Bien sûr. Donc au fond, comment c'est ressenti tout ça? Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose? Alors, évidemment, c'est-à-dire les partisans de la paix ont pris un coup terrible. Ça, il faut bien le reconnaître. Car, voilà, la jeunesse émotive, comme on dit, pense qu'Israël est un empire depuis la guerre de 67. Alors regardons l'empire. D'abord, il est minuscule, et surtout, il ne cesse de rétrécir. En 1980, Israël s'est retiré du Sinaï. Il y avait une colonie de Yamites dans le Sinaï. Et ça, sous l'égide de Menachem Begin. Et là, Israël a été récompensé, parce qu'il y a une paix avec l'Égypte.
Paix froide, mais paix quand même. En 2002, Israël se retire du Sud-Liban. La récompense, c'est le Hezbollah. Immédiatement. Avec ses roquettes et ses missiles. En 2005, Israël se retire de Gaza. Et c'est un retrait traumatisant pour l'autre partie de la société israélienne. Parce qu'il y avait toutes les colonies de Gush Katif. Et le terrifiant mouvement politique d'Itamar Ben-Gvir est né de cet événement-là, Force juive. 9000 personnes. Et donc, oui. 9000 au départ, 9000 colons dans 9000 la bande. colons. Et c'est Ariel Sharon qui leur a dit de partir. Il parlait sans cesse de ces painful concessions, de ces concessions douloureuses. Il était prêt même à opérer le retrait de certaines implantations de Cisjordanie. Il a eu son coma avant de le faire. Et la récompense, c'est le Hamas. Un mouvement politique extraordinairement riche qui a utilisé tout cet argent pour bâtir un réseau de tunnels, pour accumuler les armes et pour se préparer au djihad avec Israël. Et en même temps, il y avait en effet, de l'autre côté de la frontière, des kibbutzim, des partisans de la paix, qui envoyaient des cerfs-volants, qui avaient jumelé avec des messages de paix, qui s'étaient jumelés avec une ville palestinienne située en face, et ce sont eux qui ont été tués. Donc évidemment, les autres Israéliens sont fondés à dire « vous vous faisiez des illusions ». Et on ne va pas se retirer maintenant de Cisjordanie parce qu'on sera payé de la même monnaie. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, nombre d'Israéliens considèrent que la stratégie de Netanyahou va dans le mur. Voilà pourquoi il réclame, semaine après semaine, des élections maintenant. Il faut faire quelque chose. Netanyahou veut une victoire absolue. Mais ça, c'est Hannah Arendt qui le dit très bien. L'absolu scelle la perdition de tout un chacun quand on l'introduit, si on l'introduit dans le domaine politique. Et comment vouloir une victoire absolue quand les otages sont aux mains du Hamas. Donc le Hamas, d'une manière ou d'une autre, est un interlocuteur. Hélas, on peut le dire, hélas. Mais donc, voilà. Sur la situation politique, justement, avec vous, Pascal. Comment précisément, c'est très compliqué, hein, il y a une grande confusion, vous l'évoquiez là à l'instant, votre réflexion sur votre collègue ou confrère professeur de sciences sociales à l'université qui dit le responsable c'est Netanyahou. Comment aujourd'hui Alain Finkielkraut articuler la critique du temporel, vous voyez, la critique de Netanyahou. Après tout, on peut considérer que ce que fait Netanyahou est contraire aux intérêts d'Israël. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Donc comment articuler ça, garder une certaine liberté de ton, vous voyez, dans la critique du champ politique, tout en respectant évidemment l'identité, la dignité, l'humanité de tous ceux qui vivent ce conflit, les Juifs en premier. Ah, bien sûr, la situation est très difficile, mais si vous voulez, Israël ne me laisse pas le choix. Je soutiens ce pays, mais il faut bien que je me demande qui je soutiens. Oui. Je ne peux pas y soutenir les deux Israël en même temps. Je ne peux pas. Voilà la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis allé moi-même à une des manifestations et j'ai moi-même scandé, dans le peu d'hébreu qu'on m'avait appris, des élections maintenant, car je considère que c'est absolument indispensable. Benny Gantz, aujourd'hui, réclame et demande au Premier ministre un plan d'action. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Un plan de sortie de crise. Un plan de sortie de crise dans 3 semaines. Voilà. Où tu présentes ton plan, ou on quitte le gouvernement. Et bien sûr. Et d'un autre côté, le ministre de la Défense lui-même a mis en demeure Netanyahou de faire quelque chose, parce que vous comprenez bien que il faut penser à l'après-Gaza, notamment. Et l'après-Gaza, eh bien, l'après-guerre à Gaza, pardon. Il faudra reconstruire. Et qui sera en mesure de prendre en charge la reconstruction de Gaza? L'Arabie Saoudite, les très riches monarchies pétrolières, mais elles le feront à une condition,
c'est que la question palestinienne soit remise sur l'agenda, ce dont Netanyahou ne veut pas entendre parler. Les 2 États en allant jusqu'aux 2 États. Moi, je pense que ça ne peut pas être, comme le demande Barnavi, imposé maintenant par la communauté internationale, parce que ça apparaîtra aux Israéliens comme une récompense au 7 octobre. Mais puis-je prolonger... Et ça, c'est pas possible. Mais ça doit être... Ce qui doit être sur l'agenda, me semble-t-il, c'est la séparation. Comment séparer intelligemment ces 2 peuples. Make peace, not love, disait Amos Oz. Et je m'en tiens à cette résolution. Il y a les conditions financières de la reconstruction. Je crois qu'il n'y aura pas de difficulté. Alain Finkielkraut, l'Arabie Saoudite, le Qatar, quelques autres sont prêts à payer. Mais il y a aussi les dommages immatériels. Ben oui. Les dommages... Comment la jeunesse palestinienne qui sortira de ces camps-là va grandir ? Dans quelle psychologie va-t-elle grandir ? Donc, autrement dit, il y a une longue période de notre histoire, 1948-2023, qui est une période de cohabitation. Et peut-être qu'à partir de 2024, il faut se dire, ces 2 peuples ne peuvent pas vivre ensemble. Mais ils ne peuvent vivre que séparés. Et oui, un mur. Je pense qu'ils ne peuvent vivre que séparés, pas forcément par un mur, mais par une frontière. On dit maintenant que Gaza était une prison à ciel ouvert. Dans cette prison pénétraient énormément d'armes. Donc, grâce notamment au réseau de tunnels. Passoire. Il y avait aussi des camions d'aide alimentaire et d'aide humanitaire. Donc tout cela, il faut. Et si les Israéliens ont instauré un blocus, c'est parce que le Hamas a pris le pouvoir en chassant dans des conditions horribles l'autorité palestinienne, et le Hamas a déclaré la guerre à outrance à Israël. Mais je pense aussi qu'un certain nombre de Gazaouis le constatent. Ils savent que le Hamas est largement responsable de leur destin. Et je lisais récemment le livre de Jean-Pierre Filiu, qui n'est pas spécialement un ami d'Israël, sur la question palestinienne. Et il disait des élections devaient avoir lieu en 2021. Palestiniennes. Elles ont été annulées. Pourquoi ? Parce que ce qu'on savait, c'est que si ces élections s'étaient tenues, eh bien, en Cisjordanie, la plupart des Palestiniens ont voté Hamas, et à Gaza, la majorité aurait voté pour l'autorité palestinienne, parce que à chaque fois, la population souffre de l'arbitraire, de la gabegie, de la corruption de l'autorité qui sévit chez elle. Donc il faut aussi tourner la page, et je crois qu'un certain nombre de Gazaouis y sont prêts. La population utilisée régulièrement. Netanyahou ne cherche rien de tout cela. Comme bouclier humain par le Hamas aussi sur le terrain. Juste, on en venait à la situation et à ce que fait aujourd'hui le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Dans ces conditions-là, est-ce qu'il faut continuer de soutenir inconditionnellement la guerre à Gaza, et ce, malgré le millier de victimes? Vous avez entendu à plusieurs reprises les alertes de l'ONU. Je pense que même l'état-major ne soutient pas inconditionnellement la guerre qu'il fait. Parce que l'état-major appelle, depuis déjà quelques semaines, Netanyahou à aider l'installation de l'autorité palestinienne, pour d'ailleurs décharger Israël, notamment de l'aide humanitaire. Mais les pressions des États-Unis, de Joe Biden, mais il y a des pressions internes. Il semble n'en avoir cure. Et des pressions externes. Il y a aussi l'ultimatum posé par Benny Gantz. Simplement, et malheureusement, il y a aussi les pressions de l'autre côté. Les pressions d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich, dont le plan, lui, est très simple. Annexion immédiate de la Cisjordanie, nettoyage ethnique à Gaza, et pour la Cisjordanie, les choses sont simples. Ceux qui ne sont pas contents de l'annexion, ils s'en vont. Les transferts de population sont une constante de l'histoire. Et en plus, comme on est humain, on va justement les aider par des compensations financières. Ceux qui veulent rester auront le statut de résident. Et je leur ai dit, moi, les gens qui me parlent de résidents, enfin, ils sont là depuis des générations, non. Et s'ils veulent demander la nationalité israélienne, ce sera examiné au cas par cas. Et sachez que en Amérique, ça peut prendre 10 ans. Et ceux qui ne veulent ni d'une solution ni de l'autre, l'armée les matera. Voilà comment résonne un certain nombre de gens en Israël. Voilà donc l'ampleur de la division. Parce que c'est pas simplement 2 visions politiques. C'est ce que j'ai constaté.
ces deux judaïsmes. C'est-à-dire, par exemple, quand un autre professeur de Tel Aviv a lu le programme de Smotrich pour la Cisjordanie, il a eu cette phrase extraordinaire. Comment un juif a-t-il pu écrire ça? Et on m'a parlé à plusieurs reprises de trahison de la judéité. C'est comme si deux judaïsmes se faisaient face. D'un côté, le judaïsme de la justice. Oui, on peut dire que être juif, ça a partie liée avec la justice depuis le Sinaï, depuis les tables de la loi. C'est pas simplement une appartenance, c'est un commandement. Et puis, un judaïsme de la promesse. La Bible est un cadastre. Dieu nous a promis cette terre, la Judée-Samarie. C'est vrai, d'ailleurs. C'était la Judée-Samarie. Jéricho est plus cher aux Juifs que Tel Aviv, bâti en 1910. Mais voilà, on suit la promesse de Dieu. Donc, c'est deux judaïsmes qui s'affrontent. Par-delà l'opposition entre un croyant et religieux. Alors, Alain Finkielkraut, et observant. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le but de guerre de Netanyahou. Lui-même en avait fixé un au départ, qui était au fond de réduire le Hamas à rien. Or, il apparaît que ce but de guerre est inaccessible. Je veux dire, est-ce que vous le voyez, vous, clairement, se dessiner dans tout ça? Mais bien sûr, puisque le Hamas renaît même dans le nord de Gaza, et puisqu'en plus, je vous l'ai dit, Israël, s'il veut revoir des otages vivants, ce qui paraît de moins en moins probable, puisqu'il découvre sans cesse des otages morts, des corps à nouveau négocier avec le Hamas. Mais les Palestiniens, comme les Israéliens, ont tout intérêt à la marginalisation du Hamas. C'est le seul salut possible pour les deux peuples. Il faut un changement de leadership et en Israël et en Palestine, mais à Gaza, c'est absolument urgent. Alain Finkielkraut, on a appris aujourd'hui que la Gay Pride à Tel Aviv n'aurait pas lieu. Elle aurait dû se tenir le 8 juin. Vous avez vu cette société traumatisée, mais en même temps, on l'a vu sur nos images, dans nos reportages, la vie a repris son cours. Les boîtes de nuit, les restaurants, les bars fonctionnent. Là, il y avait. Ça, oui. Vous l'avez vu, vous en avez été témoin. Entre deux rendez-vous, j'allais à la plage. Vous avez pu profiter des soirées israéliennes. Oui, en tout cas, oui. Le soleil brille, les cafés sont pleins. Il y a beaucoup trop d'ailleurs de musique. Pour le maire de Tel Aviv, dans les cafés. Ce n'est pas le moment, malgré tout, de faire la fête. Pour le maire de Tel Aviv, ce n'est pas le moment de faire la fête, et donc l'annulation de cette Gay Pride. C'est une décision que vous saluez. Il a raison, ça aurait quelque chose de vraiment, vraiment indécent, parce que Gay Pride, c'est un moment, effectivement, d'allégresse, alors que les gens aillent au café, etc. Mais dans la situation actuelle, après le pogrom du 7 octobre, et même avec ce qui se passe à Gaza, non, quand même, un peu de décence. J'avais quand même encore une question sur Israël. Est-ce que l'isolement est croissant et quasiment total, ou bien est-ce qu'au fond il reste quelque chose des accords d'Abraham qui n'ont pas été supprimés? Et certains pays, au fond, on l'a vu au moment où l'Iran a attaqué Israël, restent proches d'Israël. Mais là, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'il y a une occasion politique unique. L'attaque de l'Iran a été interceptée, a été annulée même par une coalition. Il y avait bien sûr les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, mais aussi la Jordanie. Donc, et il est vrai que beaucoup d'États arabes sont très inquiets de la montée en puissance du régime des Mollahs et ne veulent surtout pas voir l'Iran acquérir l'arme nucléaire. Donc, une occasion est à saisir pour justement le gouvernement israélien. On sent qu'ils sont prêts à entrer dans une alliance. Simplement, il faudra aussi accepter des concessions en faveur des Palestiniens. Et c'est ce que Netanyahou n'est pas prêt à faire. Il s'est rendu lui-même, il s'est livré lui-même, pieds et poings liés à ces extrémistes qui, vraiment, sont une honte pour le peuple juif. Et voilà pourquoi je continue à réclamer, même sur le plateau de LCI, des élections maintenant.
Il est temps à présent d'aborder la situation à quelques milliers de kilomètres de chez nous en Ukraine et cette fin de non-recevoir du président ukrainien à la demande notamment du président français d'une trêve olympique. Voilà ce que dit Zelensky à Emmanuel Macron. Soyons honnêtes, j'ai dit, Emmanuel, on ne peut pas y croire. Réponse quasi similaire également de Vladimir Poutine. C'est un camouflet à nouveau. Vous ne mâchez pas vos mots à l'encontre du président français. Sur ce plateau même, il y a quelques semaines aussi, vous étiez dur, vous me contredirez peut-être, mais en tout cas, vous êtes très critique vis-à-vis du président français. Nouveau camouflet à cette demande de trêve olympique, ou c'était inimaginable? Non, mais là, je ne veux pas du tout être dur avec le président de la République. Il vous arrive de l'être. Oui, ça peut m'arriver de l'être. Mais je comprends aussi Volodymyr Zelensky. Ça n'a pas vraiment de sens. Si vous voulez, une trêve à Gaza aurait du sens. Parce qu'elle pourrait prélider à un cessez-le-feu et elle pourrait se traduire aussi par la libération des otages. Il y a encore plus de sang, quand même. C'est quand même... Mais là, je pense simplement que il ne faut pas que nous faiblissions dans notre soutien à l'Ukraine. J'oublie cette histoire de trêve. C'était Bismarck, ce grand théoricien de la raison d'État, qui faisait une distinction entre les questions d'intérêt vital et les questions d'intérêt non vital. Et aux accords de Munich, les puissances françaises et anglaises ont repris cette distinction à leur compte, implicitement, en disant la Tchécoslovaquie, c'est non vital. On a vu le résultat. Oui, c'est mal fait. Et il y a beaucoup de gens en France, qui pensent comme ça. Que ce n'est pas vital. Ce n'est pas vital, les intérêts vitaux de la France sont ailleurs, notamment, pour le coup, Marine Le Pen, qui va très loin dans ce sens, très loin. Vous voyez, je veux dire, il ne faut pas abandonner la critique du Rassemblement national, mais il faut que celle-ci soit pertinente. Elle réponde aux positions actuelles. Et Marine Le Pen va encore plus loin. Elle dit, si j'étais géorgienne, moi, je demanderais l'adhésion à l'Europe. Je ne suis pas géorgienne et je vais lui fermer la porte au nez. Parce que c'est non vital. Une ambiguïté de la part de la présidente du Rassemblement. Un égoïsme sacré, ça ne peut pas être aussi sacré que ça. Et en plus, c'est une question vitale. En plus, c'est une question vitale. Parce que il est clair que Vladimir Poutine ne veut pas s'arrêter à l'Ukraine. Il a une visée, pour le coup, expansionniste, et en plus, avec une mentalité obsidionale. C'est ça le paradoxe. Il dit, nous sommes agressés, et parce que nous sommes agressés par l'Occident, il nous faut avancer. Cette vision a quelque chose de délirant, d'inquiétant, et l'inquiétude redouble, parce qu'il manie, lui et ses propagandistes, la menace nucléaire. Au temps de la dissuasion, les adversaires se taisaient. Là, à la télévision russe, on ne cesse de dire on peut raser Washington en 3 minutes, Paris en 5 secondes, etc. Donc, effectivement, il y a quelque chose de très, très inquiétant et il faut que, face à ce danger, l'Europe reste unie derrière l'Ukraine. C'est possible quand on voit notamment la visite de Vladimir Poutine en Chine. On voit ça avec vous, Pascal. Alors, les deux amis se sont retrouvés. On pourrait ajouter que le cercle est un peu plus large. Il y a les amis de premier rang, puis des amis de second rang, la Corée du Nord, l'Iran, par exemple. Bon, derrière tout ça, il y a quand même très clairement, peut-être qu'on ne le dit pas assez clairement d'ailleurs, la volonté de remettre en cause l'équilibre du monde tel qu'il a été pensé en 1945. Oui. C'est-à-dire un équilibre dans lequel la démocratie, la liberté dominaient le monde. Il y a une période de tension avec l'Union soviétique qui s'est effondrée, etc. Bon, moi j'observe, et c'est le phénomène que je trouve frappant, partout des montées de nationalisme, c'est-à-dire des mouvements de repli, quand même, dans les frontières. On sait quand même, on a une petite habitude des processus historiques, on sait où ça conduit. En général, ça se termine mal. Oui, ça se termine mal, vous avez raison, mais pour revenir à ce que nous disions au début, il y a aussi ce phénomène très inquiétant en Europe et aux États-Unis, une élite
de plus en plus anti-occidentale. Vous dites tout d'un coup, ils veulent remettre en cause un édifice construit autour de certaines valeurs, mais qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique que l'Occident, c'est le colonialisme, c'est l'impérialisme, que les Israéliens sont les fers de lance de l'impérialisme et du colonialisme occidental, que ce sont des blancs majuscules, face au Sud global, parce que l'un des points communs de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de la Corée du Nord, du Brésil, etc., c'est la détestation d'Israël. C'est le doigt pointé sur cet État génocidaire. Donc voilà, il serait temps aussi que cette élite sorte de cette folie anti-occidentale au sein même de l'Occident, pour que nous ayons des arguments à faire valoir, pour que nous sachions nous défendre contre ce défi terrifiant. Parce que eux se défendent. Techniquement, en un mot, la Russie et la Chine ont acheté, au cours des derniers mois, d'immenses quantités d'or. Alors, on sait que quand on achète de l'or, c'est pour se dédollariser. En réalité, c'est pour se détacher de la valeur du dollar. On voit que la lutte, elle n'est pas simplement idéologique, elle est économique, aussi. Oui. Et avec une dimension qui est une dimension quasi vitale. Oui, vous avez raison. Alors là, je me demande aussi, mais vous en savez plus que moi sur ce terrain, mais à quoi a servi la visite du président chinois en France? Il a été accueilli, on lui a déroulé le tapis rouge, il est même allé regarder des bizarres danses folkloriques dans les Pyrénées, les lieux d'enfance du président de la République, absolument. Donc, on se dit, quel est le résultat? Quelques jours après, Poutine lui rend visite et il... C'est pas ça la réelle politique aussi, au fond, Alain? Oui, mais la réelle politique, il faut qu'elle soit réelle. C'est quoi réellement? Non, mais on se fait trop d'illusions avec les Chinois. Il faut couper clairement la relation avec eux. Non, mais soit du donnant-donnant. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Je vous pose la question, moi je ne sais pas. Moi je pense évidemment qu'il faut parler. Ça, il a raison, Macron, la diplomatie, ça consiste aussi il nous a donné de vagues adversaires, voire ses ennemis. Mais voilà, a-t-il réussi à mettre un coin dans l'alliance avec la Russie? A-t-il demander à Xi Jinping de peser sur Poutine pour que celui-ci aille à la table de négociation avec l'Ukraine? Il semble que non. Donc c'était un échec total. Mais en tout cas, vraisemblablement, ça n'a pas eu de suite, et ça n'en a pas eu lors de la visite de Vladimir Poutine en Chine avec le président Xi. On est à quelques jours maintenant des élections européennes. Une rapide question sur la montée des nationalistes, le Rassemblement national en tête. Est-ce que cette situation, quel regard portez-vous sur ces élections européennes à venir et de ce que pourra donner ce scrutin, très rapidement? Écoutez, si Jordan Bardella fait un tel succès, c'est parce que l'actualité le sert, et surtout ses ennemis. Quand le Conseil constitutionnel censure la loi immigration, il fait le jeu de Bardella. Quand le Conseil d'État autorise le financement par la ville de Paris de SOS Méditerranée qui sauve les migrants pour les ramener non pas vers le port le plus proche, mais vers un port européen, et qui fustige le contrôle des frontières, il fait le jeu du Rassemblement national. Il est normal que l'État, dans la situation actuelle, veuille se réarmer. Il est dommage que les citoyens se tournent vers le Rassemblement national dans l'espoir que ce sera fait, mais les responsabilités sont celles que j'ai dites. Et moi, je plaide pour une Europe qui sache s'affirmer en tant que civilisation dans des frontières sûres, des frontières européenne, où les nations continuent à jouer un rôle, mais il ne faut pas faire tant de cadeaux aux partis que l'on prétend craindre. Et ce message est passé. Merci beaucoup Alain Finkielkraut d'avoir été ce grand témoin ce dimanche.